Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer le cours par la correction de cet exercice que je vous avais proposé au début, à la fin, du cours précédent. Alors, ce que je vais faire pour plus de commodité, c'est quand même relever vos prénoms dans la salle pour que je puisse vous interroger les uns après les autres. Très bien. Alors, on va commencer. Donc, l'exercice consistait à retrouver dans chacune des phrases les fonctions, telles que, une liste de fonctions que nous avons examinées dans les cours précédents. Alors, Rebecca, vous commencez ? Dans la première phrase. Vers la fin de décembre, la première neige tomba sur l'Ardenne. On a la première neige comme groupe nommé à sujet. Très bien. Première, c'est l'épithète du nom. Oui. Puis on a les verbes tomba. Alors, on a le groupe verbal. Le groupe verbal tomba sur l'Ardenne. D'accord. Comme c'est un verbe, une préposition dans le terminal et dans. Oui, mais ça, c'est pas la fonction. Hein. Là, vous décrivez la nature des mots. Là, il faut simplement décrire les fonctions. Sur l'Ardenne, c'est un complément des lieux. Alors, vous ne pouvez pas, là, il y a une incohérence dans ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire que tomba sur l'Ardenne est un groupe verbal et dire que sur l'Ardenne est un complément de lieu. C'est incohérent avec la définition du complément circonstanciel qu'on a donné. Bon, je laisse en suspens pour l'instant l'analyse de sur l'Ardenne qui est un petit peu difficile. Alors, il reste vers la fin de décembre. Vers la fin de décembre, c'est un complément du temps. Alors, c'est un complément circonstanciel. J'ai quand même bien insisté dans le cours sur le fait que ce qui était primordial, et surtout là on vous demande l'analyse des fonctions, c'était de préciser d'abord qu'il s'agit d'un complément de type circonstanciel ou d'un complément d'objet indirect, etc. Le fait de savoir si c'est un complément de lieu, de temps, etc. est secondaire. Ce qui compte, c'est d'abord de préciser si on a affaire à... quelle est la fonction du groupe, quoi. Est-ce que c'est une fonction circonstancielle ou pas? Alors évidemment, donc c'est pour cette raison que je vous demande d'abord de préciser s'il s'agit d'un complément circonstanciel ou d'un complément d'objet, et puis ensuite on verra ça, le fait de savoir que c'est du temps ou du lieu, etc. C'est très facile en fait, c'est très évident dans le contenu. Mais donc ici, vers la fin de décembre, il n'y a pas de difficulté, c'est bien un complément circonstanciel, puisque on pourrait le supprimer, hein, on pourrait très bien dire la première neige tomba sur l'Ardenne, on pourrait très bien dire la première neige vers la fin de décembre tomba sur l'Ardenne, on pourrait dire la première neige tomba sur l'Ardenne vers la fin de décembre, il n'y a aucun problème pour vers la fin de décembre. C'est une indication, en l'occurrence temporelle, qui n'a pas de lien direct avec le verbe tomber, donc ça ne peut pas être un complément du verbe. Alors à l'intérieur de vers la fin de décembre, vous avez la fin de décembre, où vous pouvez analyser quelque chose là. Bon, on va passer à Carolina. Voilà, 2 décembre, c'est un groupe prépositionnel complément du nom fin. Alors, reste le problème de sur l'Ardenne, qui est un problème un petit peu délicat ici. Alors, oui. Alors, c'est toute la difficulté de savoir si on analyse ici sur l'Ardenne comme un complément d'objet indirect lié au verbe tomber, avec un groupe verbal tomba sur l'Ardenne, ou bien si sur l'Ardenne doit être considéré comme un complément circonstanciel de lieu, en l'occurrence, indépendant du verbe. Alors, les tests habituels, c'est l'effacement, mais l'effacement, là, il est possible... Mais ce n'est pas un test suffisant, l'effacement, parce que de très nombreux compléments d'objets indirects peuvent être effacés, en réalité, même s'ils sont des compléments d'objets indirects. En revanche, ce qu'on peut tenter, c'est le déplacement. Alors, supprimons, pour simplifier, vers la fin de décembre, qui n'ajoute rien, on peut le supprimer de toute façon. Et gardons, la première neige tomba sur l'Ardenne.
qu'est-ce que ça change de dire sur l'Ardenne, la première neige tomba? Est-ce que ça change quelque chose? On n'a pas l'impression. Hein. Donc, cet argument, c'est très différent de, rappelez-vous l'exemple, le genre d'exemple que je vous avais donné, il joue à lancer la balle dans la cour, il joue à lancer la balle. Ici, cet argument, le fait qu'on puisse déplacer sur l'Ardenne, plaide en faveur du fait qu'il s'agit d'un complément circonstanciel. Mais ce qui est un peu embarrassant, c'est que tomba sur l'Ardenne, on pourrait avoir l'impression, comme tomber, le verbe tomber, dans son sens, prévoit un lieu d'aboutissement de la chute, comme il tomba du bateau. Hein, ils l'ont vu tomber du bateau. Tomber du bateau, on avait bien vu que du bateau indiquait le point de départ de la chute. Là, sur l'Ardenne, est-ce que on pourrait l'analyser comme le point d'aboutissement du mouvement indiqué par le verbe tomber? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, ici, au fond, en dehors de faire enfin, si je n'utilise que les arguments que je vous ai donnés jusqu'à présent, on ne peut pas trancher en faveur d'une solution qui serait meilleure que l'autre. La solution circonstancielle est possible. Bon, on peut considérer qu'elle l'emporte, puisqu'elle est d'une certaine façon plus contraignante. Donc là, très concrètement, j'accepterai les deux analyses sur l'Ardenne. Mais il faut faire une analyse, disons, cohérente des groupes de mots. C'est-à-dire que si vous considérez que sur l'Ardenne est un complément circonstanciel, à ce moment-là, le groupe verbal, il se réduit à tomba. Alors, voilà pour la première phrase. Julia, vous pouvez... Ouais, on va s'arrêter à croiser, hein, c'est déjà assez long. Oui, alors là, c'est un type de complément circonstanciel qui est une proposition, en fait, une proposition subordonnée de temps, oui. Ok, après, blanc et sans âge, là on peut écraser, ça c'est subordonné. Alors, pardon? Je sais pas, mais je viens là, c'est une autre phrase. Je ne sais pas comment qualifier ça. Parce que après j'ai mis comme sujet sa première impression. Alors non, on s'arrête à croiser, hein, d'accord? Donc, on en est à un jour blanc et sans âge répandait sur le plafond l'ombre des croisées. Donc ça, c'est une proposition avec un complément circonstanciel qui précède. Ok, donc un jour blanc et sans âge, oui, mais la fonction. La fonction sujet. Voilà, hein, c'est le groupe sujet, un jour blanc et sans âge, groupe sujet. Alors, oui, c'est pas faux de dire groupe nominal, hein, mais simplement pour la rigueur de l'analyse, quand on analyse les fonctions, on dit groupe sujet. Hein, c'est comme ça qu'on a décrit les choses. Il faut s'habituer, disons que, après vous pouvez, décrire tout cela avec plus de souplesse, mais au début, il faut se contraindre à utiliser la terminologie d'une manière vraiment systématique, rigoureuse, en disant il y a une description qui est obligatoire. Alors il y a une particularité, on verra après le détail. Hein. Donc un jour blanc et sans âge, groupe sujet. Ensuite. Répandez sur le plafond où l'angle est croisé et groupe verbal. Et sur le plafond où l'angle est croisé, proposition. Alors, mais là, il y a quand même deux choses. Répandait sur le plafond l'ombre des croisées. C'est un CI.
Alors, qu'est-ce qui est un COI? Non, non, d'accord. Alors, Daniela, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette... Répondez nombre des croisés, c'est le groupe verbal. Répondez le verbe, et nombre des croisés, c'est le complément de GDF. Oui. Et sur le plafond, moi, je l'ai laissé comme groupe circonstanciel. Bien que ça pourrait être comme sur l'Ardenne, répondez sur le plafond. Sur le plafond, virgule. Un jour blanc et sans âge. Pardon. Un jour blanc et sans âge, répond. Un jour blanc et sans âge. Répandait l'ombre. Hein, c'est délicat, d'accord? Là, on a beaucoup plus de mal à déplacer le groupe prépositionnel sur le plafond. Et on a bien le sens ici, c'est répandre quelque chose sur quelque chose. C'est-à-dire étaler. C'est quand même, ce serait quand même assez difficile de dire sur le plafond, un jour blanc et sans âge répandait l'ombre des croisés. Est-ce que c'est acceptable ça? Sur le plafond. En fait, oui. Peut-être que c'est parce que le sujet est très long, c'est un peu bizarre. Non, on pourrait dire le jour. Simplifions le sujet. Disons, le jour répandait sur le plafond l'ombre des croisés. Et oui, pourquoi? Parce qu'on sent bien que si on dit sur le plafond comme complément circonstanciel, ça donne une sorte de cadre général. Qu'est-ce qui se passe sur le plafond? Alors que le sens de la phrase, c'est quand même que, l'idée, c'est qu'il y a une ombre qui s'étend sur le plafond. Donc, c'est pas tellement qu'il se passe quelque chose sur le plafond qui est que le jour se répand, c'est que le verbe indique, et le groupe prépositionnel sur le plafond, indique que indique une précision sur le lieu où se répand cette ombre. Donc là, on est dans un cas, me semble-t-il, un peu plus net, qui penche du côté du complément d'objet indirect que dans le cas précédent de sur l'Ardenne. C'est-à-dire que essayons de raisonner sur le verbe répandre, répandre quelque chose sur quelque chose. Par exemple, le peintre il répand de la peinture sur la toile. Parce qu'au fond, c'est ça qui est en jeu, c'est le sens du verbe répandre, au sens de étaler, étaler de la peinture sur la toile, répandre de la peinture sur la toile. Si je prends une phrase comme celle-ci, il répand de la peinture sur la toile, je vois bien que lorsque je mets sur la toile au début de phrase, sur la toile, il répand de la peinture, on pourrait imaginer que la peinture soit répandue ailleurs que sur la toile, mais que simplement la personne dont il est question est sur une toile. D'accord ? Si ça indique le lieu. C'est ça un complément circonstanciel. Il doit être indépendant du verbe. Donc il indique autre chose que le lieu où se répand la chose dont on parle. D'accord ? Pour avoir un véritable complément circonstanciel, il faut d'une certaine façon que le complément soit indépendant du verbe. Comme si on donnait une autre indication. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le complément circonstanciel, la raison pour laquelle il n'a pas de lien avec le sens du verbe, c'est qu'il pourrait être remplacé, un complément de lieu pourrait être remplacé par un complément de temps ou par un autre. Par exemple, dans la première phrase, vers la fin de décembre, la première neige tomba sur l'Ardenne, on pourrait dire, vers la fin de décembre, on pourrait remplacer sur l'Ardenne par au petit matin.
vers la fin de décembre, au petit matin, la première neige tomba. Alors que si je dis le jour répandait l'ombre des croisées, et que je le remplace par le matin, par exemple, par un autre complément circonstanciel, je vois bien que cette indication donnée sur le plafond manque ici, qu'elle est vraiment liée au sens du verbe, qu'elle n'est pas une indication complémentaire, etc., etc. Bon, alors, donc là, l'analyse ici est plus nette. C'est un complément d'objet indirect, hein, de se répandre, enfin du verbe répandre, pardon. Donc on a un groupe verbal répandait sur le plafond l'ombre des croisées, avec un complément d'objet direct, l'ombre des croisées, et un complément d'objet indirect sur le plafond. Mais vous voyez que pour arriver à cette analyse, là, c'est un peu compliqué. Hein. Ça n'est pas un cas net, évident. C'est quand même un cas un petit peu délicat. Alors, il reste... Oui, je vous en prie. Dans les sujets, un jour blanc. Oui. Vous redites qu'il s'agit d'un épithète. Bien sûr. Alors, là, on a donné, en bonne méthode, on donne d'abord l'analyse des grands groupes. Hein. On a vu qu'il y avait donc un premier groupe ici, quand Grange se réveilla, qui est donc un complément circonstanciel, un jour blanc et sans âge, qui est le groupe nominal sujet, enfin qui est donc le groupe sujet de la phrase, répandait sur le plafond l'ombre des croisées, groupe verbal, avec sur le plafond complément d'objet indirect, l'ombre des croisées, complément d'objet direct. Maintenant, on va regarder à l'intérieur de chaque groupe, d'accord ? Alors, Ling, à l'intérieur du premier groupe, quand Grange se réveilla, qu'est-ce que vous pouvez analyser en termes de fonction ? Oui. Se réveilla ? Qu'est-ce qui vous fait hésiter là? Je ne comprends pas. Groupe verbal. Oui. Se réveilla, groupe verbal. Bien. Donc on a une proposition subordonnée, on va le voir tout à l'heure. Une proposition subordonnée, c'est simplement une autre phrase hein, qui est incluse dans la phrase qu'on appelle matrice. Donc Grange ici, c'est un nom propre. Bon. Se réveilla, évidemment là c'est tout le problème qu'on verra plus tard des verbes pronominaux. Se réveilla, c'est pas évident que ce puisse être analysé comme un complément d'objet direct. Hein? Ben oui, parce que vous voyez, le verbe réveiller se construit avec un complément d'objet direct normalement. Par exemple, il réveille, je sais pas, son cousin. Bon, il réveille son cousin, il réveille quelqu'un. D'accord ? Mais se réveiller, c'est pas vous-même qui vous réveillez vous-même, qui dit hey, réveille-toi. Hein ? C'est pas ça, ça veut pas dire ça, se réveiller. D'accord ? Donc, en fait, c'est une propriété des verbes pronominaux qui fait que, au fond, dans un cas comme celui-ci, le se est soudé au verbe, ne peut pas être analysé séparément comme un complément d'objet. Mais ça, on le verra plus tard. Hein, c'est une difficulté supplémentaire. Parce qu'effectivement, un complément d'objet, il a un certain nombre de propriétés, notamment, par exemple, parmi les propriétés, c'est le fait de pouvoir être transformé au passif. Hein. Par exemple, si vous dites « il réveille son cousin », on pourrait dire « son cousin est réveillé par lui ». Mais « il se réveille », on ne peut pas dire « lui est réveillé par lui », ça n'a pas de sens. Bon. Alors, ensuite, oui. Mais quand, là, alors, quand c'est une conjonction de subordination,
Voilà, alors ça, on va le voir après quand on va voir les subordonnés, mais c'est ce qui va permettre de transformer cette phrase en subordonnée. Alors, Cheng Li, donc, pour cette partie-là, un jour blanc et sans âge, qu'est-ce que vous pouvez analyser là? Alors, là, vous êtes en train d'analyser la nature des mots qui composent le groupe. L'objectif ici, c'est simplement de se concentrer sur les fonctions. Alors, blanc, c'est épithète de jour. Alors, la particularité ici, vous voyez, c'est qu'on a deux éléments qui se rapportent tous les deux à jour. Donc, blanc est clairement épithète de jour. Mais un jour sans âge, si on n'avait pas blanc ici, si on avait un jour sans âge, complément du nom. D'accord. Donc ici, blanc est complément du nom jour, sans âge est également complément du nom jour. Et ces deux expansions nominales sont coordonnées par la conjonction de coordination est. Alors, Brenda, donc pour la dernière partie, l'ombre décroisée, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qu'il y a à analyser en termes de fonction dans ce groupe nominal, l'ombre décroisée? Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre hésitation? L'ombre décroisée, vous êtes d'accord, c'est un groupe nominal, l'ombre décroisée. Vous vous souvenez de l'analyse qu'on a faite du groupe nominal, la présentation, déterminant, nom plus expansion? Alors, décroisée. Un attribut? Pourquoi un attribut? C'est le complément du nom. Hein? Là, on n'a pas du tout. Pour avoir un attribut, il faudrait avoir le verbe être, hein, comme il est grand ou c'est. D'accord? Donc ici, décroisé est très simplement un complément du nom ombre avec des, qui est une forme de l'article qui regroupe des, de et les. Hein. Bien. Alors, on passe. Pas de questions sur cette phrase? Donc vous voyez que là, on a vu jusqu'à présent des choses quand même très très simples, hein, qui sont vraiment élémentaires, mais vous voyez que quand on essaie de les appliquer à un texte, je vois bien que vous ne maîtrisez pas parfaitement tout cela. Hein. Donc dans certains cas, je laisse de côté la problématique des compléments d'objets indirects et des compléments circonstanciels, qui est effectivement un problème délicat dans certains cas, surtout que en réalité, si on veut approfondir l'analyse linguistique, il y a des cas un peu intermédiaires, il faudrait prendre en compte d'autres paramètres. Mais comme dans la grammaire, disons, scolaire, on n'utilise que ces deux catégories, on a un peu de mal parfois à identifier, enfin à attacher telle ou telle occurrence à telle ou telle catégorie. Alors, on va continuer. Jean, si vous voulez bien, prendre à partir de sa première impression. Sa première impression fut un suspense anormal. Oui. Donc, sa première impression, c'est un groupe sujet du verbe. Oui. Puis, fut un suspense anormal tout le temps. Un suspense anormal, c'est un complément d'objet direct du verbe. Ah. Alors, est-ce que vous êtes sûr là? Oui? Alors, on ne dit pas un complément d'attribut, on dit un attribut. Hein. En fait, comme vous avez le verbe être ici, fut un suspens anormal du temps,
l'identification en termes de fonction de ce groupe nominal, un suspens anormal du temps, c'est attribut du sujet sa première impression. D'accord ? Parce que le verbe être, je l'ai dit, est un verbe qui ne génère pas des compléments d'objet. C'est un outil purement grammatical. Donc la fonction attribut est liée à cela. Bien, donc, groupe nominal, sa première impression. Groupe verbal, fut un suspens anormal du temps, avec le verbe attributif être et un attribut du sujet, un suspens anormal du temps. Alors, maintenant, on va passer donc à l'analyse de chacun des groupes. Donc, alors, j'ai mal écrit. Bon, Jingyi, et votre prénom est... Ah, ben, vous avez inversé de place tout à l'heure, d'accord. D'accord. Allez-y. Oui, je vous en prie, allez-y. Là, on aurait deux groupes. Le groupe sujet. On a un groupe sujet, sa première impression, Et le groupe verbal. et le groupe verbal. On n'a que deux groupes ici. Alors, oui, allez-y. Sa première impression, première, c'est une épithète. Voilà. Première épithète du nom impression. Donc là, on a un groupe nominal, déterminant, nom, expansion. Cette expansion est un adjectif, donc de fonction épithète. Alors, ensuite, ah, d'accord. J'ai écrit Ah, Runki, d'accord. Ok, non mais j'ai très mal écrit, c'est pour ça. Runki. Allez-y, pour l'autre partie. Un suspens anormal du temps. L'ensemble anormal du temps. C'est l'épithète du suspens. Oui. D'accord. Alors, il y a deux façons d'analyser ce cas. En fait, la façon la plus simple, c'est de dire que anormal est épithète de suspens, du temps est complément du nom de suspens. Mais si on dit cela, mais ça je vous en reparlerai dans la partie d'approfondissement de la terminologie, mais je peux en dire un petit mot dès maintenant. Est-ce que ces deux expansions nominales sont vraiment sur le même plan? Est-ce que ce suspens, il a deux propriétés, c'est qu'il est anormal et qu'il est du temps? En fait, pas vraiment. Donc, si je prends donc suspens, anormal, du temps. Ouais. La première analyse, c'est de dire que ce sont deux expansions de suspens. D'accord ? Voilà, un complément du nom et une épithète. Mais en fait, intuitivement, on sent bien qu'il y a une sorte de hiérarchie quand même entre les deux. C'est que c'est le suspens du temps qui est anormal. Donc en réalité, on a suspens du temps qui est un premier sous-groupe avec ici un complément du nom. Et ce groupe est à son tour qualifié d'anormal, qui est donc épithète de l'ensemble suspens du temps. Non, mais ça, on ne peut pas le faire apparaître dans la grammaire traditionnelle. Là, c'est une analyse, si vous voulez, un petit peu plus approfondie. Bon, qui est une des solutions possibles. Il y a peut-être d'autres, parce que là, il faudrait donner des arguments, mais c'est simplement pour vous dire
que cette analyse, lorsqu'on a plusieurs expansions nominales, soit ces expansions nominales sont clairement mises sur le même plan. Par exemple, je ne sais pas moi, si je dis une maison grande, belle, agréable, là voilà, j'ai trois épithètes, trois adjectifs épithètes qui qualifient le nom maison sur le même plan. D'accord ? Mais, pour prendre un exemple extrême et plus clair que celui-ci, si je dis un roman policier passionnant, c'est pas un roman qui, d'une part, est passionnant et d'autre part, qui est policier. En fait, il y a d'abord, policier fabrique un sous-groupe, roman policier, et ensuite je dis que cet ensemble, ce roman policier, il est passionnant. Donc les deux adjectifs, là, sont hiérarchisés par rapport au nom. Et là, je pense que dans le suspens anormal du temps, il serait plus naturel de dire que on ne parle pas de quelque chose qui serait un suspens anormal dont on dirait ensuite que c'est du temps. On parle quand même d'un suspens du temps dont on dit qu'il est anormal. Il me semble. Hein. Bon, mais peu importe la solution définitive, ce que je veux simplement souligner ici, c'est le problème de la hiérarchisation éventuelle des expansions nominales. Mais ça va au-delà de l'analyse que nous faisons pour l'instant. Oui ? Quand vous dites expansion nominale, vous faites référence à quoi? À l'épithète plus le complément du nom, à tout ça? Alors, expansion nominale, c'est, on l'a vu, la réécriture du groupe nominal. On a vu que c'était déterminant plus nom plus expansion. Alors, le constituant expansion, ici, il peut se décomposer lui-même en plusieurs expansions. Donc là, en l'occurrence, dans un suspens anormal du temps, il est clair qu'on a deux expansions, anormale et du temps. Une expansion anormale sous forme d'adjectif épithète et du temps comme expansion de type complément du nom. Ensuite, le problème, c'est de savoir ces relations fonctionnelles, à quoi elles se rapportent. Parce que identifier ces deux éléments comme des expansions nominales, donc c'est un premier stade de l'analyse, et là, pour l'instant, normalement, on s'arrête à ce stade d'analyse. Mais si on veut regarder plus loin, il y a un problème éventuel de hiérarchisation de ces deux expansions nominales. Très bien. Oui, je vous en prie. Alors, plus proche. Oui, voilà. Enfin, inséparable. Il est plus inséparable que le rapport avec anormal. Hein. Donc, alors ensuite, il faudrait développer des critères linguistiques pour voir si on peut apporter des modifications sur ce. Enfin, on pourrait essayer de tester ce lien qu'il y a entre suspens et du temps. Vous voyez, d'ailleurs, il y a un test qui me semble assez simple, c'est que les expansions, elles sont toujours, en principe, elles sont supprimables grammaticalement. Après, du point de vue du sens, ça peut poser un problème. Sa première impression, si vous en supprimez un des deux, sa première impression fut un suspens anormal. On ne comprend pas tellement. En revanche, si vous dites sa première impression fut un suspens du temps, là on comprend. Donc c'est là où on comprend que du temps intervient en premier pour donner une information au sujet de suspens. Et qu'il y a une qualification supplémentaire avec anormal. Bon, c'est une des façons de faire apparaître la justesse de votre remarque, et en effet ça forme un bloc. Ça va? Pas d'autres questions sur ce point? Le but, n'hésitez pas à poser des questions, même si vous avez peur de dire des bêtises, c'est pas grave, on est là pour comprendre. Le but est de faire en sorte que, quand on aura fini l'exercice,
ce soit évident, limpide pour vous, hein, qu'il n'y ait plus aucun doute. Donc si vous avez des doutes, vous le dites, hein, et comme ça, on clarifie. Alors, on va passer à Lola pour la suite. Il crut que son réveil s'était arrivé. Oui. Donc, il, c'est le sujet. Oui, le groupe sujet, il, qui est un pronom ici. Et je suis pas sûre. Hmm. Il crut que son réveil s'était arrivé. C'était tout le groupe verbal. Vous avez très bien fait, c'est la bonne solution. Il crut que son réveil s'était arrêté. Crut que son réveil s'était arrêté, c'est le groupe verbal. Bien. Alors, ensuite, à l'intérieur de ce groupe verbal, on peut analyser des choses. Bon, là, c'est encore une fois une petite anticipation sur la problématique de la subordination qu'on va voir tout à l'heure. Mais si on enlève le que, on a à l'intérieur de cela, son réveil s'était arrêté. Qui est quoi, Lola? Son réveil s'était arrêté, c'est quoi comme type de structure? Voilà, c'est une phrase. Hein. On a à nouveau une structure phrase, donc à nouveau, groupe nominal, groupe verbal et éventuellement groupe circonstanciel. Alors, comment vous analysez donc son réveil s'était arrêté? Son réveil, le sujet s'était arrêté, le groupe verbal. Voilà. Hein. Donc, ici, il n'y a pas d'autres difficultés particulières, il me semble. Hein. Alors, on a un peu le même problème avec le S apostrophe. Hein. S'arrêter, c'est pas le réveil qui arrête lui-même. Hein. Oui, voilà. Que dans se réveiller. Oui. Mais oui, parce que dans se réveiller, oui, remarquez, pour arrêter, c'est pareil. Le verbe peut se construire quelqu'un ou quelque chose arrête quelque chose. Quelqu'un réveille quelqu'un. Et quand ça se retourne, la différence qu'il faut avoir en tête pour avoir un contraste, c'est par exemple si vous prenez le verbe se laver. Lorsque vous prenez se laver, il se lave, ce est vraiment complément d'objet direct. Parce que c'est la même personne qui est le laveur et qui est le lavé. Hein. C'est la personne qui lave elle-même. Donc elle fait bien une action qui porte sur elle-même. Donc, il y a une même entité qui est à la fois à l'origine de l'action et qui subit l'action. Alors qu'avec s'arrêter ou se réveiller, il y a une action, l'action ne porte pas sur quelqu'un. Alors, ensuite, donc, Amalie. Pardon, oui, allez-y. Oui, si, c'est juste, hein, c'est la proposition et COD. Ah oui, je ne l'ai pas dit peut-être, oui, vous avez raison, j'ai oublié de le préciser. Dans le groupe verbal, crut que son réveil s'était arrêté, le COD est ici une proposition, qu'on va appeler une proposition complétive hein, plus tard, que son réveil s'était arrêté. Hein. C'est bien, vous avez raison de le signaler, puisque j'avais oublié de le dire, ça c'est le COD du verbe croire. Alors, donc, j'en étais à Amalie. Hein. Bon. Oui. Voilà. Alors, bon, vous n'êtes pas tombé sur la phrase la plus difficile. Hein. Sauf que, qu'est-ce que vous dites de ce, là, par rapport à... Est-ce que ce, vous auriez envie de l'analyser comme un complément d'objet direct dans il se leva? Donc il se prend lui-même et il se lève. Ça voudrait dire ça, hein, il se leva. Il s'agit d'une action, il y a un mouvement, donc je me demande si on peut dire... Oui, mais il y a un mouvement. Vous voyez, pensez au contraste entre il se lève et il se lave. Vous voyez, c'est très différent. D'accord ? Dans il se lave, vous avez une personne qui fait une action sur elle-même. Mais il y a bien une action qui est faite sur quelqu'un. Mais il se lève,
c'est quelqu'un qui est comme ça et qui, enfin non, plutôt il est couché d'abord. Il se lève, si je veux le schématiser, c'est que, bon, je suis pas très doué en dessin, hein, mais bon, c'est ça, il se lève, d'accord? C'est quelqu'un qui est, mettons, dans une position couchée et qui devient dans une position droite. Mais il n'a pas fait quelque chose sur lui-même. Il ne s'est pas pris pour se lever. Hein, comme on dirait, il lève la chaise, au sens de il soulève. Donc, on est encore une fois dans un cas où le pronom réfléchi ne peut pas être analysé comme un complément d'objet direct. Mais ça, encore une fois, c'est un problème plus complexe qu'on verra après. Alors, bon, évidemment, c'est tout à fait volontaire de ma part d'avoir choisi ces phrases, mais vous verrez tout à l'heure, elles sont déjà simplifiées par rapport au texte d'origine, mais j'ai laissé un certain nombre de difficultés à l'intérieur du texte, mais avec des classes, évidemment, il ne faut jamais faire ça. Hein. Il faut choisir des phrases qui ne présentent aucune difficulté, qui sont claires. Parce que si on introduit des difficultés, là évidemment vous êtes à l'université, c'est différent, mais donc on peut entrer un peu dans les problématisations et dans les difficultés. Mais dans les classes, il faut donner des exemples de phrases à analyser, dans lesquelles les compléments circonstanciels sont clairement des compléments circonstanciels, il n'y a pas de doute, hein, dans lesquels au début il n'y a jamais de verbe pronominaux parce que sinon c'est trop compliqué, etc., etc. Il faut vraiment proposer des exercices dont la solution est claire, simple, évidente, hein, et le faire souvent pour que les gens s'habituent et développent des bons réflexes d'analyse. Pardon, des bons réflexes d'analyse. Et puis, plus tard, ils verront les problèmes. Mais d'abord, il faut installer les choses clairement. Parce que sinon, on ne comprend jamais rien. On a l'impression que tout est toujours flou. D'accord ? Alors, on passe maintenant à Monica. Pardon, il, groupe nominal sujet, d'accord. Alors, là, il y a une incohérence dans ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que tout ça, vit par la fenêtre la forêt blanche à perte de vue, c'est le groupe verbal. Hein ? C'est ce que vous venez de dire. Et ensuite, vous dites, par la fenêtre, complément circonstanciel de lieu. Ça ne va pas. Un complément circonstanciel ne peut pas être dans le groupe verbal. Donc il faut choisir. Soit vous analysez par la fenêtre comme un complément circonstanciel, auquel cas vous le sortez du groupe verbal, ce qui me semble la meilleure solution. Hein. On pourrait très bien dire, par la fenêtre, il vit la forêt blanche, etc. D'accord ? Donc, par la fenêtre, on va l'analyser comme un complément circonstanciel, un groupe circonstanciel. Donc le groupe verbal, c'est « vit la forêt blanche à perte de vue ». Sauf que, alors, comment on s'en sort on n'a pas terminé là, hein. On a repéré le verbe, bien sûr, vit. Comment vous poursuivez, Monica, l'analyse du groupe là, qui commence par le verbe voir? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous considérez la forêt blanche à perte de vue comme un groupe unique ? Oui ? Donc, à perte de vue, c'est quoi pour vous ?
Ouais, mais qui a quoi comme fonction? Ah oui, d'accord. Alors si vous l'analysez comme ça, c'est cohérent. Bon, c'est ça la difficulté de cette phrase. Hein. Bon, on voit bien que la forêt blanche est le complément d'objet du verbe voir. Il voit la forêt blanche. Bon. Mais que faire de à perte de vue? Est-ce que ça ne pourrait pas être un autre complément circonstanciel? Oui. À perte de vue, par la fenêtre, il vit la forêt blanche. Alors, sauf si, mais ça me paraît impossible d'analyser blanche à perte de vue, comme si c'était un complément de blanche. Elle n'est pas blanche à perte de vue. D'accord? Donc, ici, en réalité, le groupe verbal, c'est vit la forêt blanche. Avec voir, verbe, la forêt blanche, groupe nominal, COD du verbe voir, et puis par la fenêtre à perte de vue seraient plutôt des compléments circonstanciels, des groupes circonstanciels. Alors vous allez me dire, voir à perte de vue, il y a un lien avec l'idée de voir, mais c'est pas... Bien sûr, il y a un lien, hein, mais ça n'est pas... Je veux dire, le verbe voir n'implique pas nécessairement dans sa construction qu'on indique jusqu'où on voit. D'accord ? À la différence d'un verbe comme donner, par exemple, qui oblige un peu à prévoir, donner quelque chose à quelqu'un, donc une chose qu'on donne et un destinataire du don. D'accord ? On n'a pas ce genre de choses avec voir. Le verbe voir dans sa construction, vous voyez, si on compare, tout à l'heure on a parlé du verbe répandre. Quand on réfléchit sur ce genre de phrase, il faut aussi parfois sortir de la phrase et essayer de réfléchir sur la construction du verbe lui-même. Hein. Le verbe lui-même, indépendamment de cette phrase, pour ne pas, disons, avoir l'analyse brouillée par la particularité de la construction de la phrase qu'on analyse, ça peut être utile parfois donc de sortir le verbe de la phrase et de réfléchir à comment il est construit. Donc répandre, c'est étaler quelque chose sur quelque part. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai proposé cette analyse tout à l'heure, répandait sur le plafond, avec sur le plafond complément d'objet indirect, parce qu'il y a vraiment un lien avec ce répandre. Mais voir, ça se construit avec un complément d'objet direct, point. Voir, bon, c'est voir quelque chose. Bon, il n'y a pas d'autre place possible pour un complément. Donc, en réalité, à perte de vue, ne peut pas être autre chose ici qu'un groupe circonstanciel. Alors, si on avait, par exemple, un complément comme la forêt blanche, par exemple, à éblouir, hein, si c'était tellement blanc qu'elle éblouit. Alors là, d'accord, on aurait la forêt blanche à éblouir comme étant un groupe nominal unique, où à éblouir serait une sorte de complément de l'adjectif blanche. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Elle n'est pas blanche à perte de vue, la forêt. À perte de vue n'indique pas jusqu'où elle est blanche. Hein. Ça indique jusqu'où il voit. D'accord ? Donc, je récapitule. Dans cette phrase, il vit par la fenêtre la forêt blanche à perte de vue. On a le groupe nominal sujet, le groupe sujet qui est il, le pronom. Un groupe verbal vit la forêt blanche, avec le verbe voir et le groupe nominal la forêt blanche qui est complément d'objet indirect. Et deux groupes circonstanciels par la fenêtre et à perte de vue. C'est difficile à dire. De moyens, vous voulez dire un peu? Non, pas vraiment. Non, mais de toute façon, l'identification du sens des compléments circonstanciels, c'est pour cette raison que c'est assez secondaire. Dans certains cas, c'est assez clair, hein, on a du lieu, du temps. Mais comme la circonstance, ça peut être n'importe quoi, vous voyez qu'ici, à perte de vue, on a du mal à le mettre dans une catégorie sémantique bien déterminée. Hein. Est-ce que la manière...
oui, jusqu'où, mais vous voyez, ça ne correspond pas tellement à l'une des catégories temps, cause, manière, etc. Oui. Je pense à perte de vue, qui décrit un degré de voir. Donc, est-ce qu'il y a un terme qui décrit complément du verbe? Ah oui. Alors, C'est la conséquence? ouais. Alors, là, vous me posez une question un peu compliquée, parce qu'en effet, on va voir après qu'à l'intérieur du groupe verbal, notamment, il y a des adverbes qui vont modifier le verbe, dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant. Volontairement, bien sûr. Mais dans un cas comme celui-ci, comment dire, je ne pense pas qu'on puisse rapporter cette indication, et même si c'était une façon de voir, si vous voulez, là on est dans une intensité, vous voulez dire, à perte de vue. C'est délicat, parce que est-ce que voir à perte de vue, c'est voir beaucoup? C'est voir loin, d'accord, mais est-ce que ça ne désigne pas une intensité de voir, comme si on voyait très, très clairement, très... Bon. Si on met jusqu'à l'horizon. Oui, là, ça indiquerait... voilà, jusqu'où se porte la vue. Oui, mais... Oui. Infiniment, à l'infini. Oui, mais là, on entre dans des complications dans lesquelles j'ai pas tellement envie d'entrer pour l'instant, parce que ça oblige à travailler plus en détail. Mais en fait, bon, ce que vous soupçonnez en prenant ces exemples, c'est que, en effet, cette division entre, d'un côté, des compléments d'objets indirects éventuellement et des compléments circonstanciels, bon, elle est commode dans certains cas, mais elle ne rend pas compte, en fait, clairement de toutes les différences observables. Bon. Mais pour l'instant, je préfère qu'on en reste là, si vous voulez, et on verra plus tard comment on peut trouver des solutions et des tests qui permettent de voir la différence entre certains de ces cas. Mais à ce stade de l'analyse, la solution la plus cohérente avec les éléments que je vous ai donnés, c'est celle-ci, de dire qu'on a deux compléments circonstanciels. Oui ? Oui. Non. Alors, épithète. Pourquoi? Là, si vous voulez, il y a une répartition des fonctions entre complément du nom et épithète qui est vraiment très simple. Épithète, c'est le terme de fonction qu'on utilise pour l'adjectif, bien que... oui, enfin pour l'adjectif, d'accord. On verra plus tard qu'il existe des substantifs épithètes, mais c'est autre chose. Mais là, enfin c'est pas tout à fait autre chose, mais c'est un autre cas de figure. Là, pour les deux types d'expansion, quand c'est un adjectif, on parle d'épithète, ou attribut, mais là, en l'occurrence, c'est épithète. Et puis, lorsque vous avez une préposition plus un groupe nominal, on parle de complément du nom. Mais, dans les deux cas, ce sont des expansions nominales. Donc c'est pour ça que vous avez envie de les confondre un peu. Ce sont des expansions nominales qui complètent le nom, toutes les deux. Donc c'est pour cette raison que vous avez envie de nommer l'épithète complément du nom, parce que ça complète un peu le nom. Mais simplement, dans la tradition terminologique, on garde le terme épithète pour l'adjectif et complément du nom pour le groupe prépositionnel. On n'utilise plus le nom d'adjectif qualificatif. Alors, en fait, non. Ce terme qualificatif, on n'en a plus besoin. Pour une bonne et simple raison, c'est que le terme qualificatif était utilisé, évidemment, si on dit adjectif qualificatif, ça veut dire qu'il y a des adjectifs qui ne sont pas qualificatifs. Or, cette caractéristique des adjectifs, qualificatifs, non qualificatifs, elle était utile à l'époque où on parlait d'adjectifs
possessifs d'adjectifs démonstratifs qui n'étaient pas des adjectifs qualificatifs, bien sûr. Mais à partir du moment où on utilise déterminant pour dire déterminant possessif démonstratif, on n'a plus besoin de préciser que l'adjectif est qualificatif. Donc on dit adjectif tout court. C'est suffisant. Pas d'autres questions sur cette phrase? Alors, on passe à la suivante. Donc j'en étais à Carmen. Oui, c'était à vous, hein, Carmen. Oui. Là, il y a il qui est le groupe sujet, Mmh. et puis se recoucha qui est le groupe verbal. Et dans la chambre quiète, c'est dans le prépositionnel complément circonstanciel. Mmh. Et avec comme complément sujet désigner les yeux, c'est un prépositionnel complément circonstanciel. D'accord. Groupe sujet, se recoucha, donc vous avez dit groupe verbal, d'accord? Et ça, groupe circonstanciel. Donc, je suis d'accord hein, avec cette analyse, très bien. Alors pourquoi? Donc avec un contentement qui lui faisait cligner les yeux, ça pose pas trop de problèmes, hein, parce que là on peut le déplacer, le supprimer, etc. Là où on peut hésiter, c'est dans la chambre quête, à nouveau, est-ce qu'on a affaire à un complément du verbe ou à un complément circonstanciel? Alors, vous voyez, se coucher, je pense qu'on ne ferait pas tout à fait la même analyse si on disait il se couche dans un lit ou dans la chambre. Bon, ici, dans la chambre quête, on a clairement un complément circonstanciel. Hein. On pourrait très bien dire dans la chambre quête, il se recoucha, ça pose aucun problème. Le fait qu'on dise dans quel endroit, attention, quand je dis dans quel endroit, c'est dans quelle pièce de la maison où il se couche, ça reste du complément circonstanciel, d'accord? Parce que il n'y a pas de lien direct avec le sens du verbe se coucher ou se recoucher. C'est la même chose, se coucher, se recoucher. En revanche, si on avait il se coucha dans l'herbe, il se coucha dans son lit, etc. Là, on hésiterait plus. Hein. On aurait peut-être intérêt, dans ces cas-là, à analyser comme des compléments du verbe. Mais ici, non, il n'y a pas de difficulté particulière. On a bien deux compléments circonstanciels, deux groupes circonstanciels. Très bien. Alors maintenant, Laura, on va analyser à l'intérieur des groupes. Oui, dans la même phrase, mais à l'intérieur des groupes. Alors, je passe pour vous faire gagner du temps. Se recoucha, ici, c'est la même chose que les cas précédents. C'est pas lui qui couche lui-même. On l'analyse pas séparément comme un complément d'objet. Donc, c'est le verbe se recoucher. Alors, ce que je vous demande donc, c'est de me dire ce qu'il y a en termes de fonction dans ces deux groupes, dans la chambre quiète et avec un contentement qui lui faisait cligner les yeux. Ah, alors quiète, ça veut dire calme. Ça vient du latin quietus, hein, calme. Voilà. Quiet, comme en anglais. Hein. Le mot a été emprunté. Oui, à l'intérieur de ce groupe prépositionnel, dans la chambre quiète, qu'est-ce que vous pouvez analyser en termes de fonction? Voilà, épithète de chambre. Très bien. Et dans l'autre groupe, un contentement qui lui faisait cligner des yeux. Alors là, on n'a pas vu encore ce cas, mais est-ce que vous pouvez avoir une intuition là-dessus? Oui.
Alors, en fait, c'est tout l'ensemble qui est un groupe nominal. Un contentement qui lui faisait cligner les yeux. Alors, attendez, avant, il faudrait se décider sur le statut. Alors ça, là encore une fois, je précise que normalement, ça, on ne peut pas le faire avec les éléments que j'ai donnés pour l'instant, mais simplement, vous pouvez deviner le statut de qui lui faisait cligner les yeux, tout ce groupe-là. Oui? Ah, pardon, allez-y. Donc ma question c'est est-ce que je peux dépasser ça, donc est-ce que qui m'exprime les yeux, est-ce que ça c'est un groupe circonstanciel? Non, non, ça n'est pas ça. Oui? Non, alors, essayez de raisonner avec les éléments qu'on a vus de description du groupe nommé. Expansion, hein, c'est une expansion du nom. Comme si on avait un contentement éblouissant, par exemple, qui lui fait cligner des yeux, mettons. Hein, c'est une proposition subordonnée relative, on va le voir tout à l'heure dans le chapitre sur la subordination, mais qui joue le même rôle qu'un adjectif épithète. D'accord ? Un contentement, mettons, éblouissant, par exemple. Hein, donc, ici, ce qu'on pouvait dire, c'était que ça joue un rôle d'expansion nominale. Et, alors, donc, on va laisser tomber l'analyse de la relative parce que ça m'obligerait à dire des choses au-delà de ce que je peux dire pour l'instant, mais ce genre de structure, la relative, d'ailleurs, comme la complétive tout à l'heure, là, introduite par que, on verra ça évidemment dans la partie sur la subordination. Très bien, merci Laura. Donc maintenant, Zacharias. Et alors, mademoiselle, comment vous appelez? Ah, je vous ai oublié tout à l'heure. Ah, c'est parce que vous êtes d'accord. Juliette, ok. Donc on va Zacharias, ensuite Juliette, et puis ensuite donc Laura et... Ah non, vous c'est Laura, mais alors vous deux. Ah oui, pardon. Alors, dites-moi vos noms. Amina et Alma. Alba. Ok. Alors, Zacharias, allez-y pour donc à partir de le silence. Le silence resterait autour de l'Église, cette lumière luxueuse. Le silence est un groupe sujet. Respirer, c'est un groupe verbal. Autour de lui, c'est un groupe circonstanciel. Sur cette lumière luxueuse, c'est encore un groupe circonstanciel. Voilà. Pour l'analyse, avec les outils d'analyse dont nous disposons pour l'instant, il n'y a pas tellement d'autres solutions, bien que vous puissiez peut-être sentir que autour de lui et sous cette neige, cette lumière luxueuse, peut-être un rapport au verbe un petit peu différent. Mais on pourrait très bien dire autour de lui, le silence respirait sous cette neige cette lumière luxueuse, etc., etc. Donc il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec cette analyse. Alors maintenant, Juliette, donc à l'intérieur des groupes ici, sous cette lumière luxueuse, qu'est-ce que vous pouvez analyser ? Oui, luxueuse est épithète de lumière. Voilà, pas de chose. Donc, vous faites la suivante. Le temps faisait halte, le temps devenait sujet, et faisait halte. Voilà. Alors, ici, faisait halte, avec les outils dont on dispose pour l'instant, on ne peut pas analyser séparément les deux éléments. Donc, on verra, ça va nous... Là, vous avez l'intuition avec ça que vous pouvez avoir l'intuition qu'il y a un problème particulier avec les locutions verbales, hein, qu'il faudra analyser. Ici, on a affaire
un type particulier de locution verbale si on veut, mais on verra ça plus tard. Donc là, on n'analyse pas le détail. Hein. Groupe sujet et groupe verbal faisait halte. Très bien. Merci. Alors, donc, Alba, à partir de pour les habitants du toit. Pardon? Le sujet, oui. Cette neige, le groupe sujet. Alors, cette neige toute seule, c'est sûr? Ça commence par cette neige, mais... Jusqu'où on va le faire aller, ce groupe nominal? Oui, c'est ça. Hein, cette neige un peu fait qui allait fermer les routes, et ensuite, vous avez quoi là? Voilà. Ensuite, vous avez le groupe verbal, ouvrez le temps des grandes vacances. Donc, groupe sujet, cette neige un peu fait qui allait fermer les routes. Groupe verbal, ouvrez le temps des grandes vacances. Et puis, pour les habitants du toit, là, je ne comprends pas que vous étiez là au cours précédent? Vous êtes venu en... Oui. Bon, c'est groupe circonstanciel. Hein. On l'a vu plein de fois. Il n'y a pas d'hésitation tellement, il n'y a pas tellement de raison d'hésiter. Pour les habitants du toit, c'est un groupe circonstanciel. Alors, vous voyez, quand je vous disais que faire de la grammaire, c'est voir les hiérarchies de la phrase. Vous vous souvenez, je vous avais donné cet exemple en vous disant les blancs entre les mots n'ont pas tous le même statut. Ben, ici, quelqu'un qui est un peu habitué, il voit tout de suite les groupes, il les voit, ça saute aux yeux. Pour les habitants du toit, ça forme un groupe. Cette neige un peu fait qui allait fermer les routes, ça forme un groupe. Ouvrez le temps des grandes vacances, ça forme un groupe. Je veux dire, quoi qu'on fasse dans l'analyse ensuite, on ne peut rien faire de correct si on n'a pas déjà repéré ces trois groupes. On ne peut rien faire. Ça ne sert à rien d'entrer dans les détails, de dire c'est quoi pour, les, etc. Non, il faut d'abord voir les groupes, comment ils s'organisent, comment est structurée la phrase. Hein. Donc, ensuite, donc Amina, à l'intérieur de chacun de ces groupes, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, les habitants du toit. C'est quoi comme type de groupe ça? Si je laisse de côté le pour. Alors, non. Le groupe sujet, on vient de le voir, c'est cette neige un peu fait qui allait fermer les routes. Ça, c'est un groupe nominal, les habitants du toit. D'accord? Avec, ça, c'est le nom noyau du groupe nominal. Et ça, comment vous l'analysez du toit? Oh. Non, là, c'est pas du tout. Comment un COD, c'est dans le groupe verbal, c'est lié au verbe. Là, on est dans un groupe nominal. Le groupe nominal, on a vu la définition, je l'ai encore rappelé tout à l'heure, déterminant nom plus expansion nominale. Hein, ça, il faut que vous ayez ça en tête, vraiment. Le groupe nominal, déterminant plus nom plus expansion. Le déterminant, c'est les, ici. Le nom habitant, et du toit, c'est une expansion nominale, qui est complément du nom. D'accord? Donc, le groupe nominal, c'est dans le groupe verbal, c'est lié au verbe. Là, on est dans un groupe nominal. Le groupe nominal, on a vu la définition, je l'ai encore rappelé tout à l'heure, déterminant nom plus expansion nominale. Hein, ça, il faut que vous ayez ça en tête, vraiment. Le groupe nominal, déterminant plus nom plus expansion. Le déterminant, c'est les, ici. Le nom habitant, et du toit, c'est une expansion nominale, qui est complément du nom. D'accord?
là, il y a quelque chose, enfin, il faut que vous relisiez le cours, etc. Parce que si vous pouvez dire du tout à COD, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a complètement échappé depuis le début. Hein. Là, COD, ça va être à l'intérieur d'un groupe verbal, vous aurez verbe plus un groupe nominal. Par exemple, il mange une pomme. Bon, là, oui, COD, d'accord ? Mais on ne peut pas avoir de COD à l'intérieur d'un groupe nominal, sauf si dans l'expansion, on a en effet quelque chose d'autre, comme par exemple ici une proposition relative. Donc je termine parce que j'aimerais bien qu'on fasse une petite pause avant de continuer. Cette neige un peu fée qui allait fermer les routes, là c'est vrai que c'est un cas un peu compliqué avec deux expansions. Donc on a un groupe nominal, hein, qui est de fonction sujet, mais quand on analyse ce groupe nominal, il s'analyse selon ce même modèle déterminant nom expansion, avec déterminant 7, le nom neige, et puis deux expansions nominales, un peu fait. Alors, c'est là qu'on va parler de substantif épithète, en fait. Et puis qui allait fermer les routes, qui a une autre expansion nominale sous forme d'une subordonnée relative. Mais là encore, je ne développe pas l'analyse parce qu'on verra ça plus tard. Ensuite, dans le groupe verbal, ouvrez le temps des grandes vacances. Donc là, ouvrez le temps des grandes vacances. Là, Amina, vous diriez quoi pour ouvrez le temps des grandes vacances? Le temps des grandes vacances, ici, c'est le COD. Hein, d'accord? Ouvrez le temps des grandes vacances. L'ensemble de ce groupe nominal, le temps des grandes vacances est COD, et à l'intérieur de ce COD, il est composé d'un groupe nominal qui lui-même a un déterminant, un nom noyau temps, et puis des grandes vacances, qui est une expansion du nom temps. Cette expansion nominale, donc complément du nom, hein, puisque c'est un groupe prépositionnel, qui est lui-même composé d'un groupe nominal avec un nom et un adjectif épithète. Hein. D'accord? Pas d'autres questions? Bon, on fait une petite pause de 5 minutes et puis ensuite je vais reprendre le cours. Alors, écoutez, on a pris un peu de temps pour cet exercice, mais ça me paraît nécessaire parce que moi je ne souhaite pas forcément faire des choses très compliquées. Ce dont je veux m'assurer et ce que je voudrais vraiment faire avec vous, c'est qu'à la fin de ce semestre, vous ayez des idées très claires, que tout ça pour vous soit très simple. Et donc, de toute façon, on va refaire après d'autres exercices de ce genre-là. Là, il y avait bien sûr des choses un petit peu compliquées dans cet exercice, malgré tout, mais je vais vous donner d'autres types d'exercices avec que des cas clairs, simples, pour m'assurer que vous avez bien compris les bases, quoi. Et c'est une fois que tout est très clair pour vous, alors évidemment vous êtes tous différents, hein, certains d'entre vous ont déjà bien compris, vous avez déjà fait de la grammaire un peu avant et ont déjà compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Pour d'autres, je me rends compte que ça n'est pas le cas, donc on va avancer comme ça en approfondissant, mais j'ai trop souvent remarqué dans les cours de linguistique que les professeurs expliquent des choses très subtiles et très compliquées, alors que les étudiants n'ont pas compris les choses élémentaires. Donc, moi, je trouve qu'il faut prendre le temps, là, on a 2 heures, tout ça, on peut prendre le temps d'expliquer les choses pour que tout le monde comprenne très bien les bases. Ensuite, vous pourrez vous-même approfondir, développer, mais si vous avez bien compris les bases de l'analyse grammaticale. Hein, donc c'est ça qu'on fait en ce moment. Voilà, donc on fait une petite pause et on se retrouve dans 5 minutes, le temps de prendre un café. Bien, alors avant de reprendre le cours, d'avancer un petit peu dans les notions, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée juste avant la pause au sujet de l'examen. Donc, à l'examen, qui aura lieu donc au mois de janvier, dans la période des partiels, vous aurez à analyser des choses à partir d'un texte. Hein, donc, un petit peu comme on l'a fait ici. Mais vous aurez deux sortes de questions à partir d'un texte, une série d'une dizaine
de questions simples avec des passages soulignés où je vous demanderai de dire la nature et la fonction des passages soulignés. Et puis une autre question plus générale où il faudra par exemple, la question sera formulée en disant par exemple étudier les expansions nominales dans un extrait du texte ou étudier les groupes verbaux. Et dans ce cas-là, il faudra vous-même relever l'ensemble des cas et les classer. Dire, voilà, dans les expansions nominales, j'ai premièrement une série d'adjectifs ou de groupes adjectivaux, une série de compléments du nom, une autre série qui sont des subordonnés relatifs, par exemple, etc. Mais on va faire de toute façon, au fur et à mesure des cours, des exercices qui correspondent exactement à la chose que je vous demande à l'examen. D'accord ? Pas d'autres questions sur l'examen ? Ça va ? Ça répond. Oui ? Pardon ? Ça, je ne sais pas, la date, on ne sait pas encore la date précise, mais il y a une période au mois de janvier où il y a tous les partiels. Oui ? Oui ? Je vous en prie, allez-y. Alors, complément circonstanciel ? Ah ! C'est la même question qu'on a vue tout à l'heure avec à perte de vue. Hein. L'identification sémantique du complément circonstanciel est, dans certains cas, un peu problématique parce que les grandes catégories qui ont été retenues par la tradition grammaticale, temps, cause, moyen, lieu, etc., ne rendent pas compte de tous les cas. Donc, c'est pas très important de le dire. Hein. Ce qui est important, en revanche, c'est l'identification de la fonction, donc complément circonstanciel. Alors, une remarque aussi, voici le texte sur lequel on a travaillé, donc j'avais bien précisé d'après Julien Gracq, un balcon forêt, mais voici le vrai texte en fait. C'est un texte, je vous le montre pour vous dire à quel point, quand on prend des textes réels, l'analyse est compliquée. Vous voyez, au lieu d'avoir ce fut vers la fin de décembre que la première neige tomba, j'ai mis vers la fin de décembre la première neige tomba, pour éviter tous les problèmes liés à cette construction ce fut que, qu'on n'a pas vu, etc. Et puis, si vous regardez bien, il y a plein d'autres cas que j'ai beaucoup simplifiés, et en réalité, on est obligé de faire cela, parce que les outils de la grammaire traditionnelle, qui sont quand même la base minimale pour l'apprentissage du français, qu'il s'agisse du français langue maternelle ou du français langue étrangère, les outils traditionnels ne permettent pas de répondre vraiment à toutes les questions. Il faut s'imaginer que lorsque vous proposez des exercices à des élèves, il faut qu'ils soient adaptés aux outils que vous leur donnez. C'est comme si vous donniez à quelqu'un une pelle pour creuser. Ça marche si vous lui dites de creuser dans la terre, hein, la pelle. Mais si il faut creuser dans du béton, ben, même s'il a une pelle, il ne peut rien faire. Il faut un marteau-piqueur ou je ne sais quoi. Hein. Donc, il faut donner du travail adapté aux outils qu'on a donnés. Donc, c'est très difficile de trouver des textes écrits par des auteurs qui permettent immédiatement de traiter des questions de grammaire. Donc, il faut soit créer soi-même des phrases qui conviennent, soit modifier un peu les textes, et au lieu de prendre un texte de Gracq, ou de Flaubert, ou de Balzac, on dit d'après, et puis on simplifie, en essayant de garder quelque chose d'un peu qui a un sens, hein, mais on simplifie pour les besoins des exercices. Alors, on a vu donc la notion de fonction, disons le concept de fonction avec ses différentes fonctions. On y reviendra plus tard pour approfondir un certain nombre de questions, mais là je vais continuer aujourd'hui sur l'opposition, sur la problématique de la phrase et de la proposition. Et puis ensuite on verra les natures des mots et des groupes de mots. Donc aujourd'hui, on aura le temps de traiter simplement phrase et proposition. Alors, la définition de la phrase, c'est toujours un peu problématique.
Et comme je vous le disais au tout premier cours, il ne faut pas s'embarrasser de définitions trop complexes, mais dans la tradition grammaticale française, lorsqu'on parle de phrase, on parle de la phrase en fait graphique, la phrase à l'écrit. Donc, à l'écrit, une phrase, elle se repère par le fait qu'elle commence par une majuscule et s'achève par un point. Alors un point normal ou un point d'interrogation, un point d'exclamation, éventuellement des points de suspension. Bon. La phrase elle-même, on en a vu 2 exemples dans le texte précédent, peut comporter une seule proposition ou plusieurs propositions. Et la proposition, elle est toujours formée d'un groupe verbal, d'un groupe sujet et d'un groupe verbal, hein, et éventuellement d'un groupe circonstanciel. Donc, il y a une sorte de... Pourquoi on utilise phrase et proposition? Parce que la proposition a la même structure que la phrase, en fait. C'est simplement une proposition, c'est une sous-phrase. C'est une phrase à l'intérieur d'une phrase. Mais quand je dis une phrase à l'intérieur d'une phrase, j'utilise phrase dans 2 sens différents. Pourquoi? Parce que, en réalité, les propositions ne sont pas des phrases au sens graphique. C'est-à-dire, elles ne commencent pas par une majuscule, elles ne finissent pas par un point. Dans le texte tout à l'heure, vous voyez, on avait, par exemple, il crut que son réveil s'était arrêté. D'accord? Donc, que son réveil s'était arrêté, c'est une proposition subordonnée à l'intérieur de la phrase il crut quelque chose. Hein? Bon. Mais cette proposition, c'est une proposition au sens où elle est composée d'un groupe sujet et d'un groupe verbal, mais elle ne commence pas par une majuscule. Bon, il se trouve qu'elle finit par un point, mais ça n'est pas autonome. Oui? Par exemple, c'est bien dit qu'on a eu tout à l'heure. Dans le cas, par exemple, des 2 points, oui. je vois comme 2 phrases, même si ça ne commence pas par une majuscule, moi je vois oui. comme 2 phrases indépendantes. Hein. Oui. La première impression, point, voilà. Que son réveil, c'est ça. Ce sont des, alors on va dire dans ce cas-là des propositions indépendantes. Hein. Voilà. Donc, il faut avoir en tête que le mot phrase peut désigner 2 choses en réalité. Soit la structure de phrase, c'est-à-dire groupe sujet, groupe verbal et éventuellement groupe circonstanciel. Phrase, ça peut signifier cela, mais ça peut aussi signifier phrase graphique. C'est-à-dire, elle commence par une majuscule, elle finit par un point. Les propositions, elles, ce qu'on appelle propositions, elles ont la structure de la phrase, mais ce ne sont pas des phrases graphiques. Donc une phrase peut comporter une ou plusieurs propositions. Alors, dans la terminologie, on parle de phrase simple lorsque la phrase contient une seule proposition, et de phrase complexe quand la phrase possède plusieurs propositions. Par exemple, si je dis le facteur distribue le courrier à 8 heures, j'ai une seule proposition dans cette phrase, mais si je dis le facteur distribue le courrier et il aime son travail, j'ai une seule phrase, mais j'ai 2 propositions. J'ai la proposition le facteur distribue le courrier et j'ai la proposition il aime son travail qui sont reliées par et. Comme tout à l'heure, elles peuvent être reliées par 2 points. D'ailleurs, ici, j'aurais pu mettre 2 points à la place de et. Alors, bien sûr, quand une phrase possède plusieurs propositions, il y a 2 cas de figure. Soit, donc on parle de phrase complexe, à partir du moment où il y a plusieurs propositions, et dans le cas de la phrase complexe, soit il y a une phrase complexe par subordination avec une proposition principale et une proposition subordonnée, soit j'ai une phrase complexe par coordination ou par juxtaposition, où là, les 2 propositions sont situées sur le même plan et sont reliées, donc soit par une conjonction de coordination du type « et » ou bien par une virgule lorsqu'il s'agit donc de juxtaposition. Bon, par exemple, donc, si je dis « le facteur distribue le courrier quand le jour se lève », c'est une phrase complexe avec subordination. Pourquoi je parle de subordination ici? Parce que quand le jour se lève n'est pas autonome. Cette phrase-là, quand le jour se lève, cette proposition subordonnée, quand le jour se lève, elle est en fait incluse
dans la phrase qu'on appelle la proposition principale. Tandis que lorsque je dis le facteur distribue le courrier et il aime son travail, eh bien, j'ai simplement deux propositions coordonnées qui sont sur le même plan. Alors, schématiquement, on pourrait représenter les choses de la façon suivante. Lorsque je prends le facteur distribue le courrier quand le jour se lève, j'ai donc une phrase P qui est composée donc d'un groupe nominal, enfin d'un groupe sujet, pardon, d'un groupe sujet, d'un groupe verbal et d'un groupe circonstanciel. Et il se trouve que la proposition subordonnée, que je vais appeler P', quand le jour se lève, joue le rôle de complément circonstanciel dans la phrase P. D'accord ? Donc elle est bien incluse dans la phrase. Là, j'ai une chose, j'ai ça, et j'ai la subordonnée qui est ici, qui est incluse dans la phrase qu'on appelle la proposition principale. Alors que lorsque j'ai le facteur distribue le courrier et il aime son travail, ma proposition, elle est composée de deux fois groupe nominal plus groupe verbal, distribue le courrier, j'ai et ici, et puis j'ai groupe nominal il aime son travail, groupe verbal. Donc, vous voyez que j'ai une structure complètement différente. Dans un cas, ce qui est la subordination, j'ai une relation d'inclusion. Dans la subordonnée, ça veut dire qu'une proposition est incluse dans une autre proposition, alors que dans la coordination ou dans la juxtaposition, j'ai deux phrases, ou deux propositions plutôt, qui sont sur le même plan, mais il n'y a pas une qui est incluse dans l'autre. C'est ça la différence entre juxtaposition, coordination d'un côté et subordination de l'autre. Alors, un cas particulier, il arrive qu'on ait des phrases coordonnées ou juxtaposées dans lesquelles le groupe sujet n'est pas répété. Alors, c'est l'exemple ici. Le facteur arrive, ouvre la boîte aux lettres, distribue le courrier et repart. Vous voyez, en fait, ici, la signification de la phrase, c'est le facteur arrive, le facteur ouvre la boîte aux lettres, le facteur distribue le courrier, etc. Mais simplement, le groupe sujet n'est pas répété. On parle dans ce cas-là d'ellipse du sujet, hein, le sujet est effacé en quelque sorte, mais il n'empêche qu'on a tout de même plusieurs propositions coordonnées. Ouvre la boîte aux lettres, c'est le groupe verbal dont le groupe nominal est le facteur. D'accord ? Donc on n'a pas, dans le cas des propositions, certaines propositions coordonnées ou juxtaposées, on n'a pas forcément un groupe sujet apparent à chaque fois. Mais il est facilement restituable et il existe dans la structure de la phrase. D'accord ? Alors, autre élément à prendre en considération dans l'analyse des phrases, ce sont les types de phrases et les modes et les formes de phrases. Pardon. Alors, les types de phrases, ce sont des types obligatoires, c'est-à-dire une phrase appartient obligatoirement à l'un de ces trois types. Type déclaratif, qui donc présente quelque chose comme étant vrai. Si je dis « cette chimiste travaille dans un laboratoire », j'énonce une phrase en prétendant dire quelque chose qui correspond à la réalité. Bien. C'est ce qu'on appelle parfois un acte d'assertion. Hein. Asserter, c'est dire quelque chose au sujet de quelque chose en étant présumé vrai. Le type interrogatif correspond à l'acte de poser une question. Avez-vous terminé? Est-ce que vous avez terminé? Et puis le type impératif à l'acte de donner un ordre à quelqu'un. Bon. Donc,
En fait, cette analyse des phrases selon leur type, elle renvoie à une analyse qu'on appelle de type pragmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais en disant quelque chose? Je fais une simple déclaration, j'interroge quelqu'un ou je donne un ordre à quelqu'un. En fait, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et ce sont des types d'actes fondamentaux. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont appris qu'il y avait le type exclamatif aussi, mais on va l'analyser, nous, dans les formes de phrases. Alors, dans certains cas, oui, je précise, il y a des petites complications liées au fait que la forme apparente d'un type ne correspond pas à sa réalité. Une interrogation, poser une question à quelqu'un, ça a une structure normalement particulière qui est la structure de l'interrogation, avec une inversion du sujet éventuellement, etc. Mais il arrive que des interrogations apparentes ne correspondent pas à l'acte d'interroger, mais à un autre acte. Par exemple, si vous dites à quelqu'un, vous êtes à table, est-ce que tu peux me passer le sel? D'accord? Si c'était une question, comme est-ce que tu as terminé? Vous dites oui ou non. Oui, j'ai terminé. Non, j'ai pas terminé. Si vous dites, si la personne à qui vous dites est-ce que vous pouvez me passer le sel, vous dit oui, et puis ne fait rien, elle répond à votre question. Mais vous voyez bien que c'est pas fait pour ça, cette question. Ça veut dire passe-moi le sel, en réalité, cette question. Donc, elle a une apparence d'interrogation, mais en réalité, c'est un ordre. C'est une demande atténuée. Donc, en fait, une phrase comme celle-ci, peux-tu me passer le sel, n'est pas de type interrogatif, mais de type impératif. Elle est équivalente à passe-moi le sel. D'accord ? Elle serait vraiment interrogative si, par exemple, vous étiez à table et qu'il y a une personne à côté, mais le sel est un peu loin, et est-ce que tu peux passer le sel? Ça veut dire, est-ce qu'en tendant le bras, tu peux quand même attraper le sel? Oui, je crois que je peux. Bon, voilà, ce serait ça. Mais en fait, l'usage habituel de cette phrase ne correspond pas à cette situation. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle parfois des actes dérivés, c'est-à-dire, pose une question. Et alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur les interrogations qui ont une signification de surprise. Et donc qui ne correspondent pas non plus à une interrogation. Par exemple, je sais pas, en français, on va dire c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? La réponse, ça ne va pas être de dire alors ce délire c'est que, etc. Non. En anglais, vous avez des équivalents, etc. Donc, ce sont à nouveau des questions qui ne sont pas des vraies questions. Mais là, en l'occurrence, ce sont des questions qui montrent simplement l'état émotionnel du locuteur et ça ne correspond pas vraiment à un type d'acte. Alors, le dernier point, ce sont les formes de phrases. Donc là, qui sont, elles, facultatives, la négation, le passif ou l'exclamation. On peut très bien avoir une phrase qui n'est pas négative, ou qui n'est pas passive, ou qui n'est pas exclamative. Là, ce ne sont pas des structures obligatoires dans les phrases. À la différence, donc, des types qu'on a vus précédemment, déclaratif, interrogatif, impératif. Bien. Alors par exemple, la forme exclamative, elle peut se combiner avec le type déclaratif, c'est bon, que c'est bon, avec le type interrogatif, avez-vous enfin terminé, lorsque c'est présenté sous forme d'une exclamation, ou bien avec l'impératif, ouvrez la fenêtre, point d'exclamation. Mais vous noterez que l'impératif n'oblige pas à avoir un point d'exclamation. La structure impérative n'est pas forcément exclamative. Voilà, et puis là, les formes de phrases, je n'en donne que 3
pour l'instant, mais plus tard, dans un deuxième niveau d'analyse, on verra qu'on peut décrire d'autres formes de phrases comme la forme impersonnelle ou la forme emphatique. Bien, alors, ce que je vous propose pour la prochaine fois, c'est donc de réfléchir aux structures de phrases dans ce texte, cet extrait de Sartre. Ce que je vous demande là, c'est donc d'utiliser les notions que je viens d'introduire, donc d'identifier les propositions, de dire s'il y a des subordonnées, des propositions juxtaposées, etc. Sans entrer dans le détail de l'analyse des fonctions à chaque fois, éventuellement on le verra au moment de la correction, mais l'idée ici, c'est simplement de décomposer chaque phrase graphique pour voir combien elle contient de propositions et quelles sont les relations entre ces propositions. Et donc je ferai comme aujourd'hui, je commencerai le cours donc après la semaine de vacances par le corrigé de cet exercice. Et donc je corrigerai, puisque vous me l'avez signalé, les erreurs sur les 2 premiers cours. Apparemment le son du cours, enfin l'enregistrement du cours n'est pas accessible, donc je vais tâcher de corriger ça. Pas de questions ? Très bien, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne semaine de vacances.